Merci, Madame la Présidente. Chers collègues, la semaine dernière, le lendemain de notre retour ici, le gouvernement a déposé le projet de loi C2 dans l'autre endroit, intitulé Une loi concernant la reprise économique en réponse à la COVID-19. C'était le premier projet de loi déposé pendant cette première session après les projets de loi pro forma C1 et S1. C'est le projet de loi sur lequel le gouvernement avait travaillé pendant 5 semaines alors que le Parlement était prorogé. On a dit que c'était le plan pour appuyer les Canadiens à travers la prochaine étape de la reprise. Et il avait sûrement été examiné par une armée d'avocats et bureaucrates gouvernementaux pour qu'il soit prêt à être déposé le 24 septembre. Mais aujourd'hui, nous sommes ici non pas en train d'examiner le C2, mais plutôt le projet de loi C4. Une semaine après avoir été déposé, le projet de loi C2 est maintenant destiné à mourir silencieusement au feuilleton, pris pour toujours en première lecture. Imaginez, essayez d'expliquer ça à un jeune étudiant de sciences politiques. Comment est-ce qu'une telle chose peut se produire? Le projet de loi du gouvernement pour la nouvelle session est mort après seulement 5 jours. Il n'a pas été rejeté par l'opposition, mais plutôt abandonné par le gouvernement lui-même. Est-ce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas du tout avec ce projet de loi? Apparemment pas, puisque la seule différence entre le C2 et le C4, c'est qu'on a changé le titre et qu'on a ajouté un paragraphe comprenant 37 mots sur 12 150 à 2 différents endroits. Des changements d'une telle ampleur ne nécessitent pas qu'on recommence à la case départ. Non, la seule raison pourquoi le gouvernement a dû abandonner ce projet de loi et qu'il devait en présenter un nouveau, c'était parce que le premier ministre voulait contourner le processus parlementaire. Après s'être vanté qu'il était prêt à aller en campagne électorale sur la base de son nouveau faux programme, le premier ministre est allé conclure une entente avec le NPD dans une série de rencontres secrètes plutôt que de le faire à la Chambre des communes. Le chef du NPD, Jagmeet Singh, avait dit la semaine dernière que pour que le premier ministre obtienne l'appui de son parti pour le discours du trône, le premier ministre allait devoir élargir la PCU et mettre en place des congés de maladie payés pour tous les Canadiens. Cela voulait dire des congés de maladie permanents pour tous les Canadiens, pour toute maladie, pas seulement la COVID. Le seul problème était que le premier ministre n'était pas prêt à faire une telle chose. Mais il avait effectivement besoin de 2 choses. Il avait besoin d'une façon de bloquer le projet de loi afin qu'il puisse conclure une entente avec le NPD, tout en donnant l'impression que les conservateurs étaient ceux qui ralentissaient les choses. Et deuxièmement, il avait désespérément besoin de l'appui du NPD pour le discours du trône parce qu'il n'allait pas l'obtenir des conservateurs ou du Bloc, ce qui le plaçait dans une situation difficile. Donc, après y avoir travaillé pendant des heures, avec des mises à jour périodiques pour faire croître la tension, ils en sont venus à un accord. Les manchettes disaient toutes la même chose. Les libéraux concluent une entente avec le NPD pour éviter une élection fédérale. Ça semble être un succès, mais qu'est-ce que le NPD a obtenu? Eh bien, en fait, absolument rien. Le projet de loi C2 avait déjà prévu une année de couverture pour jusqu'à 2 semaines de congé de maladie pour chaque employé au Canada pour des raisons liées à la COVID-19. Le projet de loi C4 prévoit exactement la même chose. Les amendements obtenus par Jagmeet lui-même n'ont pas rendu ce congé de maladie permanent et n'ont pas élargi la couverture aux maladies qui ne sont pas liées à la COVID-19. Le NPD n'a absolument rien obtenu. Vous n'avez pas à me prendre à me croire. Pouvez lire le projet de loi lui-même. Paragraphe 10.1f, on dit qu'une personne est admissible à la prestation de relance pour maladie si elle a
attrapé ou peut avoir attrapé la COVID-19 ou parce qu'elle s'est isolée suite à l'avis de son employeur, d'un médecin, d'une infirmière, d'une personne en autorité, des autorités gouvernementales ou de santé publique pour des raisons liées à la COVID-19. Le projet de loi C4 a conservé cela, mais a ajouté un sous-paragraphe qui indique qu'une personne est admissible pour la prestation de maladie si elle a des conditions sous-jacentes, suit des traitements ou a attrapé d'autres maladies qui, d'après un médecin, une infirmière, une personne en position d'autorité ou une autorité de santé publique, les rendrait plus à risque à la COVID-19. Ce sous-paragraphe ajoutait une certaine clarification, mais n'a rien fait pour élargir les paramètres de la couverture initiale déjà prévue par le projet de loi C2. Alors, vous direz peut-être, eh bien, sénateur Plett, le projet de loi C4 a ajouté des troubles, des conditions sous-jacentes, des traitements ou d'autres maladies. Alors, il s'agit sûrement d'un élargissement de la couverture prévue par le C2. Mais il y a un problème avec ce raisonnement. C'était déjà inclus parce que le projet de loi C2 prévoyait une couverture pour toute personne qui avait envie de s'isoler pour toute raison liée à la COVID-19 suite au conseil d'un médecin, de l'employeur, etc. Alors, cela aura évidemment inclus des questions de problèmes sous-jacents, de traitement ou d'autres maladies. Alors, vous pourriez dire, eh bien, le C2 limitait la couverture de maladies pour les personnes qui avaient attrapé la COVID ou qui avaient même s'isoler à cause de la COVID. L'amendement du NPD a éliminé cette limite. Ce n'est pas vrai. L'amendement n'a rien changé. Comme j'ai déjà dit, si quelqu'un avait des problèmes sous-jacents, subissait des traitements ou avait attrapé une autre maladie qui les rendait plus à risque à la COVID-19, ils auraient déjà été admissibles à la couverture prévue par le projet de loi C2 parce que ça incluait toute personne qui devait s'isoler pour des raisons liées à la COVID-19. L'amendement du NPD n'a rien changé, sauf le titre du projet de loi. Tout cet exercice n'était qu'un écran de fumée. Et le premier ministre et Jack Meehan ont tous les deux prétendu que le NPD avait gagné quelque chose. En réalité, Justin Trudeau a réussi à acheter l'appui du NPD pour un très bon prix, puisqu'il l'a obtenu sans leur donner quoi que ce soit, sauf le droit de se vanter. En retour, le premier ministre a évité une élection et a pu dire que c'était les conservateurs qui auraient bloqué le projet de loi et qu'il devait alors conclure une entente avec le NPD pour l'imposer au Parlement. En réalité, ce sont les conservateurs et seulement les conservateurs qui étaient prêts à travailler pendant la fin de semaine pour adopter ce projet de loi afin qu'il n'y ait pas de problème. Mais le gouvernement a refusé. Le premier ministre aime dire qu'il veut aider les Canadiens, mais il ne veut pas faire le travail nécessaire. Il savait très bien que la PCU allait se terminer dans quelques jours et que les Canadiens s'en inquiétaient. Mais il était ravi de fermer le Parlement pendant la fin de semaine, retourner chez lui et recommencer le processus législatif le lundi avec un nouveau projet de loi. Chers collègues, la seule raison pour laquelle ce projet de loi n'a pas été adopté il y a des semaines, c'est à cause de l'incompétence du gouvernement. Tout ce qui se trouve dans ce projet de loi aurait pu être fait bien avant la fin août et sans tous ces drames. Regardons ce qui s'est passé. Le 18 août, Justin Trudeau a annoncé qu'il prorogeait le Parlement. Il a dit qu'il avait besoin de lancer une nouvelle session parlementaire qui se concentrait sur la prochaine étape de la réponse du Canada à la COVID-19. Voici ce qu'il a dit. Nous avons besoin d'un mandat du Parlement pour aller de l'avant et mettre en œuvre ces idéaux ambitieux. Il est important que nous ayons l'occasion d'en débattre. Quels idéaux ambitieux? Il n'y avait rien de nouveau dans le discours du trône. C'était des
annonces régurgitées. Le premier ministre avait besoin d'un nouveau mandat. Il en a déjà un. Et c'est exactement le même qu'avant. Mettez-vous au travail. Arrêtez de vous cacher dans votre chalet ou votre bungalow. Arrêtez de tergiverser, de jouer à des petits jeux politiques. Arrêtez de bloquer les enquêtes dans vos multiples scandales. Arrêtez de fermer le Parlement et travailler peut-être la fin de semaine s'il le faut. Mais non, au lieu de cela, le premier ministre ferme le Parlement le 15 août. Et 2 jours plus tard, le 20 août, le gouvernement annonce soudainement plusieurs nouvelles prestations de reprise pour remplacer la PCU qui allait entrer en vigueur à la fin. La PCU qui arrivait à échéance le 26. Le problème, c'est que le Parlement était prorogé jusqu'au 23 septembre. Ce que vous savez tous et que le premier ministre avait apparemment oublié, c'est qu'un gouvernement prorogé ne peut pas adopter les lois nécessaires pour créer ces nouvelles prestations. Ça veut dire que le Parlement n'a rien fait pendant 5 longues semaines pendant que le temps passait. Et à la reprise, le gouvernement libéral a déposé un nouveau projet de loi en panique, insistant pour que l'opposition l'adopte immédiatement. Mais alors, lorsque les conservateurs ont accepté de travailler avec le gouvernement, ils ont offert de siéger pendant la fin de semaine pour faire ce qu'il y avait à faire, le gouvernement a refusé. Au lieu, ils ont pris congé pendant la fin de semaine, ont préparé une petite entente avec le NPD, ont déposé un nouveau projet de loi et ont invoqué l'attribution de temps pour la faire adopter à toute hâte. Lorsque la ministre des Finances, Chrystia Freeland, est venue ici hier, elle a donné l'impression que le C4 a été adopté facilement, que tout le monde était d'accord et sur la même longueur d'onde. Elle a dit c'était en fait une atmosphère remarquablement collégiale et même amicale. On faisait des blagues de part et d'autre de la Chambre et comme vous le savez, le projet de loi a été adopté de manière unanime. Je ne sais pas où était la ministre pendant les débats, mais ils étaient loin d'être conviviaux. Lorsque le projet de loi a enfin déposé à la Chambre des communes, le leader du gouvernement à la Chambre, Pablo Rodriguez, a dit il est temps d'agir, c'est urgent et a imposé la clôture avec l'aide du NPD. C'est ça que la ministre des Finances appelle collégial. Tous les partis, sauf le NPD, étaient outrés après avoir fermé le Parlement pendant 5 semaines. Les libéraux ont le culot d'informer le gouvernement qu'ils vont faire adopter en 4 heures et demie, un projet de loi de 41 milliards de dollars parce que c'est urgent. C'est incroyable. Il y a même des libéraux qui commencent à se rendre compte que ce n'était pas la bonne façon de diriger les affaires de la nation. En réponse à un article du Globe and Mail intitulé « Les libéraux fédéraux imposent la clôture du débat sur des milliards de dollars liés à la pandémie », l'ancien député libéral Andrew Leslie a tweeté « Je me demande ce que les grands premiers ministres du passé penseraient pendant toute la Deuxième Guerre mondiale. Ni les Britanniques, ni les premiers ministres britanniques, ni le premier ministre canadien n'ont imposé on a essayé de limiter le débat sur toutes les questions concernant les finances. Pour une fois, je suis entièrement d'accord avec un libéral. Et ça a pris 70 ans et donc ce n'est pas avec de se reproduire. Chers collègues, je ne sais pas si le gouvernement libéral comprenne comment les choses fonctionnent. Il y a une meilleure façon. Si les libéraux voulaient que le projet de loi soit adopté, tout ce qu'il fallait qu'ils fassent, c'est de se présenter au travail. Et s'ils voulaient examiner un amendement NPD au projet de loi, eh bien, il y a un moyen qui existe pour cela. On l'appelle le Parlement. Pourquoi est-ce que ce gouvernement insiste à faire passer des accords en privé plutôt que d'avoir un débat public? Pourquoi est-ce que le gouvernement évite la responsabilité en limitant les séances du Parlement, en
en n'interrompant le travail des comités, en proroguant le Parlement et pour à faire tout à la hâte, de sorte que personne ne sache ce qui se passe le jour au lendemain. Nous étions ici la semaine passée, le représentant du gouvernement sénat a décidé que nous n'avions aucun d'affaires émanant du gouvernement et il a insisté qu'il n'y avait pas de raison de siéger avant le 5 octobre et la motion d'ajournement a été adoptée 2 jours plus tard. Le président du Sénat a été forcé de renverser cette décision et de rappeler le Sénat pour le 30 septembre. Hier, ça s'est reproduit. Le sénateur Gold a eu du mal à répondre à une simple question de la part du sénateur Tanas qui demandait s'il était sûr que la Chambre ne serait pas rappelée avant le 27 octobre pour adopter une autre mesure d'urgence. Le sénateur Gold n'a pas pu nous assurer de cela. Vous vous demanderez pourquoi, comment se fait-il que le représentant du gouvernement sénat ne sache pas ce que fait le gouvernement? Comment est-ce qu'il ne pouvait pas savoir la semaine passée que le C2 devait être adopté d'urgence et que le gouvernement voulait qu'il soit adopté cette semaine? Eh bien, chers collègues, je suis ravi que vous posiez la question parce que je connais la réponse et parce que ce gouvernement est incompétent. Et malgré tous ces efforts, le sénateur Gold ne peut pas changer cela. Je pense que la raison pour laquelle on nous dit une chose le jeudi, autre chose le vendredi, c'est parce qu'on dit une chose au sénateur Gold le jeudi et autre chose le vendredi. Ce n'est pas parce que le sénateur Gold a changé d'idée, c'est parce que le premier ministre n'arrive pas à décider. Ce gouvernement me rappelle d'un article que j'ai lu récemment au sujet d'un chauffeur de l'Alberta qui roulait à 150 km à l'heure dans une zone de 110 km/h. Mais ce qui était encore plus inquiétant, c'est que le policier ne voyait personne derrière le volant qui roulait à toute allure. Apparemment, le chauffeur avait mis sa Tesla sur pilote automatique, a incliné son siège, a décidé de faire une sieste. Et c'est seulement lorsque le policier a actionné sa sirène que le chauffeur s'est réveillé, s'est rendu compte de ce qui se passait. Ça fait peur. C'est terrible lorsque quelqu'un s'endort au volant, mais que personne décide de s'absenter, de faire la sieste pendant qu'il dévale à toute vitesse l'autoroute. Cette personne ne devrait pas conduire. Et le gouvernement fait pareil. Il descend de l'autoroute à toute vitesse. Le premier ministre est endormi, il ne sait pas qu'il va frapper la gravelle à 150 km à l'heure. Le problème, c'est que nous sommes tous dans le même véhicule. Nous voyons par la fenêtre que l'asphalte va disparaître bientôt. Il n'y a personne qui fait attention. Non, c'est pas juste que le PCU est arrivé à échéance pendant que le gouvernement dormait. D'autres mesures arrivent à échéance. Par exemple, les pouvoirs de dépenser pour la COVID devaient expirer le 30 septembre. Le robinet allait être fermé parce que la loi sur les paiements relatif aux problèmes sanitaires nationaux allait être abrogé automatiquement. Vous vous rappelez peut-être que dans le C13 disait ceci. La loi sur les paiements relatifs à une urgence sanitaire est abrogée. Puis, l'article 11 dit, l'article 10 entre en vigueur le 30 septembre 2020. Donc, l'article 10 abroge la loi, mais l'article 11 détermine que l'article 10 n'entrerait pas en vigueur avant la fin septembre. C'était la disposition de temporarisation du projet de loi ajoutée après que les libéraux ont essayé de se donner le pouvoir unilatéral d'imposer de dépenser sans l'approbation du Parlement jusqu'à la fin de 2021. Je ne sais pas quand le gouvernement a réalisé qu'ils allaient rater une échéance importante, mais tout à coup, quelqu'un a sonné l'alarme et le gouvernement s'est réveillé. Vous voyez, malgré leur enthousiasme pour ce qui est de dépenser l'argent des contribuables, le gouvernement n'allait pas pouvoir verser tout l'argent avant la date limite. Il restait encore
17,14 milliards de dollars à débourser. Et même moi, je suis scandalisée de voir que lorsqu'on leur donne 325 milliards de dollars, les libéraux qui aiment dépenser n'ont pas eu assez de temps pour signer tous les chèques. Mais quoi qu'il en soit, l'article 11 de la loi pose un problème pour les libéraux. Le 30 septembre, l'article 10, elle entre en vigueur et cet article abrogeait la loi de sorte que les 17 milliards de dollars non dépensés ne pourraient pas l'être. Le résumé du projet de loi C4 fourni par le gouvernement dit, je cite, si le projet de loi n'est pas prolongé, les paiements seraient interrompus, ce qui aurait de conséquences néfastes pour les familles et les entreprises. La prestation d'urgence et la prestation d'urgence pour les étudiants ne pourraient plus être versées aux Canadiens les paiements pour les commandes d'équipements de protection personnelle seraient compromis et l'entente de reprise sur allait être retardée. Donc, ce petit oubli devait être corrigé et c'est pourquoi on a ajouté la partie 3 du C2 qui est maintenant 5.4 qui dit que l'article 11 de la loi sur la réponse, sur les mesures d'urgence en réponse à la COVID sont remplacées par l'article 10 qui entre en vigueur le 31 décembre 31. En cet argent, cette disposition était nécessaire pour que le gouvernement puisse recevoir, faire adopter le C4 avant le 30 septembre. Ce n'aurait pas été un problème s'il n'avait pas prorogé. Il a fallu un plan B au cas où il raterait la date limite du 30 septembre parce que s'il ratait la date limite, le temps d'adopter le C4, la loi sur les paiements aurait déjà été abrogée. Donc, au cas où cela se produisait, il fallait qu'il abolisse la disposition d'abrogation au cas où le projet de loi ne serait pas adopté avant le 30 et que l'abrogation soit reportée. Est-ce que vous arrivez à suivre? C'est ce qui arrive lorsque le gouvernement dort au violent. Je ne sais pas si je dois envoyer des félicitations ou des condoléances aux avocats du gouvernement qui ont travaillé à la partie 3 du projet de loi. Malgré l'incapacité du gouvernement à faire ce qu'il faut correctement la première fois, leur incapacité à le faire attend la deuxième fois. Donc, leurs avocats ont dû faire des acrobaties législatives. Donc, au cas où il ratait la date limite de septembre, indiquait que si la présente loi reçoit la sanction royale après le 30 septembre 2020, alors les intertitres avant l'article 10 et les articles 10 à 12 sont remplacés par ce qui suit. Secondly, you have the bill. Chers collègues, je ne vais pas entrer dans les détails, mais ensuite le projet de loi prévoit un nouveau texte qui remplace l'ancien texte au cas où la date d'abrogation arriverait avant que le projet de loi soit adopté. Donc, le gouvernement, cause son incompétence, a été obligé de déposer un projet de loi de modifier la loi qui comprenait une modification pour modifier l'amendement proposé avant qu'il soit proposé. C'est ce qui arrive lorsque on ne se présente pas au travail, les choses se compliquent. Mais c'est pas juste les dispositions de la loi sur l'événement de santé publique d'intérêt national qui est arrivé à échéance le 30 septembre. Il y a toute une liste d'amendements qui ont été abrogés. Par exemple,
le C13 qui modifiait la loi sur l'assurance dépôt qui permettait au ministre des Finances d'accroître la limite d'assurance. Cet amendement a été abrogé le 30 septembre. Le projet C13 modifie la loi sur le développement des exportations pour permettre au ministre des Finances de déterminer le montant du capital autorisé ainsi que certains plafonds applicables à l'EDC. Cette modification a été abrogée le 30 septembre. La modification à la loi sur l'administration financière qui permettait au ministre des Finances d'emprunter de l'argent pour certains paiements sans l'autorisation du gouvernement en conseil a été abrogée. La capacité du commissaire en vertu de la loi sur les brevets qui autorisait le gouvernement du Canada et toute autre personne désignée dans un brevet de protéger une invention en réponse à une urgence publique. Les modifications de la loi sur les prêts aux étudiants et de l'aide financière aux étudiants qui prévoyaient des prêts sans intérêt ont également été abrogées. Je ne sais pas si le gouvernement avait l'intention que toutes ces modifications soient abrogées ou pas. Parce que lorsque vous voyez passer à toute vitesse une voiture avec personne au volant, on perd confiance. Et c'est ce qui se produit. On saura bien assez tôt ce qui a échappé au gouvernement. Mais ils devront adopter d'autres projets de loi d'urgence pour corriger leurs derniers oublis. Étant donné l'incompétence de ce gouvernement et ce mépris pour le Parlement, je ne serais pas surpris que un nouveau projet de loi arrive plus tôt que tard. Chers collègues, l'incompétence de ce gouvernement m'inquiète grandement. Lorsque vous tenez compte du fait qu'il doit compter sur des ententes avec l'NPD pour rester au pouvoir, je m'inquiète encore plus. Nous avons un gouvernement qui ne se soucie pas des déficits, de la dette, des budgets. Il ne semble pas comprendre que la dette du gouvernement, c'est la dette de tout le monde et que ce sont des entreprises, pas le gouvernement, qui créent des emplois. Il ne comprend pas la différence entre un investissement et une dépense. Et ne comprend rien à l'économie, pense qu'il peut dépenser en toute impunité. Ce gouvernement semble prêt à permettre à Jack Minchin d'agir comme premier ministre chaque fois que c'est nécessaire pour que le gouvernement reste au pouvoir un peu plus longtemps. Chers collègues, le gouvernement libéral était déjà assez mauvais lorsqu'ils gouvernaient au centre. Et maintenant, ils sont rendus tellement loin à gauche qu'ils conduisent du mauvais côté de la route. Et il n'y a rien de pire que... La seule chose qui est pire qu'un chauffeur endormi, c'en est un qui est endormi et qui conduit du mauvais côté de la route. Aujourd'hui, nous allons voter sur un projet de loi qui va ajouter 22 milliards de dollars à notre dette nationale. Et le gouvernement ne nous a pas fourni de budget ni de plan financier. Le seul aperçu que nous avons reçu a été rendu public il y a 86 jours par un ministre des Finances qui, depuis, a été congédié. Aujourd'hui, nous allons voter sur un projet de loi qui va débloquer 7 milliards de dollars d'aide pour les Canadiens. Les Canadiens ont besoin de cet argent. Ces dépenses ont déjà été approuvées par le Parlement, mais n'ont pas été dépensées à cause du mépris de ce gouvernement pour le Parlement. Ces choses nous inquiètent, mais malgré cela, les conservateurs vont permettre que ce projet de loi soit adopté parce qu'il prévoit des prestations qui sont essentielles pour les Canadiens. Mais nous avons des préoccupations comme le secteur, Martin l'a dit, adopté avec dissension. Ça ne veut pas dire que nous sommes contre le principe. Les Canadiens ont besoin de cet argent. Mais je vais répondre à la question du sénateur Harder. Oui, on va adopter ce projet de loi avec dissidence, c'est clair. Le gouvernement a manqué de temps avant même que ce projet de loi nous arrive. Au cours des derniers jours, pas un seul dollar des dépenses d'urgence autorisées
par la loi sur l'événement de santé publique d'intérêt national n'a été dépensé et rien ne pourra être versé tant que ce projet de loi n'aura pas reçu la sanction royale. Nous, les conservateurs, n'allons pas bloquer cela. Chers collègues, une chose est claire. La pandémie, c'est terrible, mais son impact sur les Canadiens a été multiplié par l'incompétence et le mépris pour le Parlement dont fait preuve ce gouvernement libéral. Et cela, c'est vraiment regrettable. Merci.